Bonjour à tous. Voici venu donc le temps des conclusions qui seront finalement assez brèves, même si c'est toujours un temps particulièrement intéressant parce que ça ne permet pas de faire le tour d'une question, ça permet plutôt de voir un petit peu son actualité et la manière dont les uns et les autres s'en saisissent à un moment donné de l'historiographie. Et je crois que c'est important justement dans ces questions-là. Alors en travaillant sur ce colloque, avec Virginie Martin, avec Mathieu Davina, avec Alexandre Maral, on était tout à fait conscient qu'aborder la question de la souveraineté en 1789-1790, c'était rouvrir un dossier qui était particulièrement travaillé déjà, et on avait tous en tête, bien évidemment, quelques références qui ont été plusieurs fois citées aujourd'hui. Et l'ambition n'était aucunement, en 2 jours, de prétendre faire un nouveau tour de la question, voire de proposer à 18 voix une espèce de synthèse qui n'avait pas lieu d'être. L'objectif n'était pas d'aborder toutes les questions, c'était de reprendre en fonction des envies des uns et des autres quelques-uns des chantiers qui permettaient de réfléchir sur ce passage d'une souveraineté à l'autre et d'essayer particulièrement de réfléchir à ces étapes, à ses modalités, à ses faux-semblants aussi. Alors l'interrogation n'était pas évidente. L'interrogation n'était pas évidente parce qu'après tout, on pourrait penser que le 17 juin, tout est dit, et d'une certaine manière, c'est effectivement le cas. Le 17 juin, en considérant que ceux qui avaient accepté la délibération commune représentaient la presque totalité de la nation, les députés décident de s'intituler Assemblée nationale, de commencer leur œuvre commune, d'accorder provisoirement au roi la perception des impôts, et les choses sont claires, les choses sont dites, la nation est souveraine. La question qui se posait, la question que nous nous posions, c'était est-ce que finalement tout est dit et est-ce que finalement tout est fait? Et si l'on a proposé cette rencontre, c'est parce que la réponse que nous avions était une réponse négative. D'abord parce que cette affirmation de la souveraineté nationale n'est pas admise par tous au moment où elle est formulée, à commencer par le roi. Il suffit de penser à la journée du 23 juin, à la séance royale du 23 juin. Il suffit de penser au renvoi de Necker, le 11 juillet. Il suffit d'observer aussi les recueils de lois de l'été 1789. Le roi ne se contente pas de donner son accord à la législation de l'Assemblée nationale, non. Il produit des lettres patentes, des ordonnances. Il continue à être législateur, à faire la loi conjointement avec l'Assemblée nationale. Il y a là, de fait, pendant quelques semaines, 2 législateurs qui coexistent et qui parfois travaillent ensemble. On le voit au mois d'août, pour ramener l'ordre dans les provinces où il y a à la fois une décision de l'Assemblée, une décision du roi qui sont publiées simultanément. Donc il y avait là une souveraineté nationale qui devait être affirmée face à ceux qui ne l'acceptaient pas en France. On pense également à certains hommes de la cour, face également aux puissances étrangères qui n'acceptaient pas nécessairement ce changement de souveraineté. Et finalement, l'idée, c'était que des mots et un serment prononcés une première fois le 17 juin, prononcé une seconde fois le 20 juin sous une forme différente, ne suffisait pas à établir la souveraineté de la nation. La souveraineté, elle devait se conquérir, puis s'imposer, en France d'abord, et c'est sans doute ce qui a été fait. Et je reprends ici une citation de Robespierre de janvier 1792. Janvier 1792, Robespierre regarde en arrière, il pense que le temps des insurrections est terminé, et il dit ceci: « Depuis le 14 juillet, les temps sont changés. Le peuple était alors souverain de fait. Aujourd'hui, il l'est de nom. » Pour lui également, au 14 juillet 89, tout n'était pas gagné, et la nation a été un acteur essentiel du triomphe de la souveraineté nationale. Il s'est passé des choses après le 17 juin, et le 17 juin, tout n'était pas gagné. Ça, c'était une première raison. La deuxième raison, c'est que tout n'était pas gagné, pas simplement à cause de la résistance du roi, de la cour, des puissances étrangères, mais aussi parce que l'établissement de la nouvelle souveraineté nécessite la définition des droits de la nation, la définition des conditions de leur exercice. Et autrement dit, la question qui est posée, c'est celle du nouveau régime dont tout le monde parle, qui a déjà ce nom, mais dont on ne sait pas encore de quoi il sera fait. Et finalement, ce qui nous intéressait, c'était d'examiner cette double dimension du passage d'une souveraineté à l'autre, à la fois cette conquête et cette construction que nous voulions donc réexaminer par toute une série d'éclairages
qui, je crois, sont assez révélateurs des préoccupations des historiens de notre temps. Et je retiendrai ici quatre éléments de réflexion qui me semblent assez convergents et transparaître souvent dans plusieurs communications. Le premier élément, c'est celui du lien entre l'établissement des pouvoirs de ceux en qui réside la souveraineté, pour reprendre les termes de l'époque, et la question de l'exécutif, qui est si centrale dans les débats de la Constituante. Et à écouter les différentes contributions, je me suis demandé si la vigueur, la vivacité de ces débats sur les contours de ce que devait être l'exécutif dans le nouveau régime, particulièrement vif. On peut penser à la fin du mois d'août 1789, une tentative d'insurrection qui est arrêtée aux bornes de Paris, mais avec des hommes qui étaient prêts à marcher sur Versailles pour empêcher la discussion et l'attribution d'un veto au roi. On peut passer à la prise de position de la Bretagne, prise de décision collective en disant aux députés « vous ne pouvez pas voter un veto ». Il y a là une dimension nationale du débat qui ne se produit pas simplement à l'Assemblée nationale, qui est très vive dès le départ sur la question des limites du pouvoir exécutif. La question qu'on peut se demander, donc, c'est si la vigueur de ces débats ne s'explique pas aussi par la fragilité de la souveraineté telle qu'elle peut être perçue à l'été 1789. Autrement dit, dans quelle mesure le triomphe de la souveraineté nationale est lié, pour certains des acteurs, à une nécessaire définition très limitative de l'exécutif. Alors la question de l'exécutif, pour ces hommes qui font la Révolution, elle est connue, elle a été définie par les penseurs du XVIIIe et des penseurs bien plus anciens. On a cité à plusieurs reprises Bodin et sa définition de la souveraineté aujourd'hui. Pour en rester à la fin du XVIIe et au XVIIIe, on sait que des hommes comme Locke ou Montesquieu ont beaucoup défini l'exécutif, et ils reconnaissent à l'exécutif une fonction exécutive par voie de conséquence, mais aussi un pouvoir d'agir, notamment dans le domaine de la politique extérieure. Pour autant, même s'il y a ces précédents, les hommes sont sans doute influencés aussi par Rousseau et sa méfiance maladive, pourrait-on dire, de l'exécutif, qu'il partage en grande partie. Une méfiance qui concerne le roi, qui concerne les ministres, qui concerne aussi la reine, même si elle n'a pas part au pouvoir législatif. Mais comme l'a montré Catriona Seth, il y a tout un imaginaire autour de Marie-Antoinette qui existe avant même la Révolution, qui se prolonge pendant la Révolution, qui rappelle aussi une crainte qu'on a eue envers certaines des maîtresses du roi, et on pense bien sûr à la Pompadour et aux interventions dans les décisions de Louis XV qu'on lui attribuait, et qu'on retrouve un peu dans ces images de Marie-Antoinette, dont on craint l'ambition politique, dont on craint aussi le travail en faveur de l'Autriche, et on pense bien sûr au fameux comité autrichien dont on parlait beaucoup en 1790 et en 1791, et dont on lui attribuait en quelque sorte l'âme. Dans le pays, ceux qui pensent que la souveraineté nationale n'est pas compatible avec l'existence d'un roi sont rares encore à l'époque. Bon, il y a bien sûr Desmoulins et sa France libre. Il y a aussi des auteurs comme Robert, comme La Vicomterie, un peu plus tard, en 1791. Et à l'Assemblée, finalement, beaucoup pensent que l'affirmation de la souveraineté nationale est tout à fait compatible avec l'existence d'un roi, à condition que celui-ci dispose d'un exécutif assez limité. Mais quelle limite à ce pouvoir exécutif? Et c'est là qu'il y a sans doute des débats, et des débats particulièrement vifs à cette époque. Alors, je ne reviens pas ici, on en a parlé, à ce qu'écrit Guillaume Glénard sur ce roi co-législateur. Pour Guillaume Glénard, on le sait, il est co-législateur dès le débat du veto. Et je sais que ça a fait débat, notamment dans les comptes rendus de son ouvrage au moment où il a paru. Mais ce que je rappellerai ici, c'est que le veto a suscité une incompréhension très vive dès le moment où il a été élaboré, une indignation même, parce que certains considéraient que donner à un seul le pouvoir de s'opposer à la volonté de tous était quelque chose qui remettait de fait en cause l'existence même de cette souveraineté nationale. Et on sait que cette question a rebondi au mois de mai 1790, au moment du débat sur le droit de guerre et de paix, avec cette attribution au roi de la possibilité de proposer la guerre ou la paix. Il y a eu à ce moment-là également des débats très vifs. Virginie Martin, dans sa contribution, a rappelé que malgré ces débats, Louis XVI a gardé une part importante d'autonomie en matière de politique extérieure, notamment parce que le corps diplomatique n'a pas été modifié avant 1791,
et que ce personnel diplomatique ancien était finalement fidèle à une certaine vision de la monarchie, à une certaine vision des pouvoirs du roi, même si celle-ci était battue en brèche par les derniers événements. Benoît Carré, de son côté, a rappelé qu'après une véritable bataille des pensions, je reprends son expression, la liste civile laisse au roi une autonomie financière très relative, incontestablement, mais pas dérisoire tout de même, mais une autonomie relative dont on sait que le roi va se saisir et utiliser, pas nécessairement au service de la souveraineté nationale. On a là des concessions qui sont faites au pouvoir du roi, qui sont loin d'être négligeables, qui ont souvent suscité des débats très vifs. La question se pose, et là je reprends Guillaume Glénard, l'exécutif nouveau est-il pour autant un organe fort ? Bon, là aussi, c'est une question qui a suscité beaucoup de débats, mais je pense que c'est une affirmation qui a suscité beaucoup de débats, mais je pense que c'est une affirmation qui a un intérêt, c'est qu'elle replace finalement la question dans le contexte de l'époque. Parce que c'est vrai que notre habitude, c'est de juger un peu ce pouvoir exécutif de 1791 à l'aune de ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est vrai que si on compare le pouvoir exécutif de 91 à celui de la Ve République, on a l'impression qu'il est absolument dérisoire. Et bien évidemment, cette idée d'un organe fort nous paraît absolument absurde. Mais si on compare cette affirmation au débat de l'époque, certains l'ont considéré effectivement comme un organe fort, et je pense que la plupart de ceux qu'on a qualifiés par la suite de démocrates étaient de cet avis. Et de ce point de vue-là, l'affirmation a, je crois, son utilité. La deuxième remarque que je ferai, c'est une remarque autour de la chronologie et surtout de la complexité des raisons de l'effacement du roi, qui ne sont pas toujours des raisons politiques. Et je prends ici le cas de la justice du roi, qui me paraît particulièrement essentiel et très bien traité dans les deux communications de Jeanne-Marie Jandot et de Stanislas de Chabalier, qui nous ont été proposées. Alors on sait que la justice, elle devient la justice de la nation, que le nouveau souverain est désormais apte à élire les juges, à prononcer sur l'accusation et la culpabilité d'un criminel par l'intermédiaire du jury, à prendre en charge la défense des plaideurs, parce que la défense est devenue libre avec le défenseur officieux. Pour autant, la justice demeure rendue au nom du roi dans les nouvelles institutions. Il y a pourtant effacement de tout il y a dans ce cadre effacement de toute une série de pouvoirs que les historiens rattachent généralement à la personne du roi. On parle de la justice retenue du monarque, et cette justice retenue s'efface en l'espace d'1 an et demi, 2 ans à peu près, mais pour des raisons qui sont parfois assez complexes. Je prends... alors pour le tribunal de cassation, je pense l'établissement du tribunal de cassation qui remplace certaines des fonctions du Conseil des parties, les choses sont assez nettes. Là, c'est vraiment l'affirmation de la souveraineté nationale. Désormais, c'est à une juridiction d'un type particulier, dont les magistrats sont élus par la nation, à prononcer sur le respect du droit et le respect des formes. Mais il y a d'autres décisions qui paraissent un peu plus complexes. Et d'autres choix qui sont moins évidents. Lorsqu'on regarde comment ont réagi les députés au lendemain de la libération des gardes françaises qui étaient enfermées à l'abbaye, donc le 30 juin 1789, les Parisiens vont libérer les gardes françaises à l'abbaye et ils demandent aussitôt à l'Assemblée nationale la grâce de ces gardes françaises qui avaient refusé de tourner leurs armes contre le peuple insurgé. Et il y a une délibération qui dure pendant 3 heures à l'Assemblée nationale pour savoir ce qu'on doit faire de cette demande de grâce. Et l'Assemblée nationale, elle argumente et elle dit finalement la grâce, ça dépend du roi, ça dépend uniquement du roi. Et le roi, effectivement, va gracier ses soldats. Et pendant encore quasiment 2 années, le roi va très régulièrement accorder des lettres de clémence, accorder toutes sortes de grâces à ceux qui le demandent, et exactement selon les mêmes procédures que sous l'Ancien Régime. Le droit, de ce point de vue-là, et les procédures qui sont suivies restent totalement inchangées. Et si la grâce disparaît dans le Code pénal, ce n'est pas simplement pour des raisons politiques, et je crois même que ce n'est pas d'abord pour des raisons politiques, c'est pour des raisons juridiques. On veut ici appliquer un principe qui a été défendu par Beccaria qui était opposé à la grâce, parce qu'il considère que la peine, elle pourra être raisonnable, faible, à partir du moment où elle sera certaine. Si on crée cette incertitude et cette possibilité de la grâce, on encourage finalement le crime, et on devra, par conséquent, augmenter
la dureté des peines pour que ces peines soient efficaces. Donc là, il y a un motif qui est tout à fait juridique, d'où la chronologie qui s'explique également par ce phénomène. Pour les lettres de cachet ou pour les amnisties, on nous a montré que c'était un peu différent. Alors les lettres de cachet, elles sont attaquées depuis de longues années, notamment par Mirabeau, qui les a attaquées en même temps qu'il a attaqué les prisons d'État. Elles disparaissent assez tardivement, finalement, en mars 1790. Mais là aussi, c'est une décision complexe qui est prise. Alors, c'est bien sûr la volonté de mettre fin à des ordres désormais considérés comme arbitraires, mais on nous a bien montré que c'était aussi la volonté de mettre bas au despotisme paternel, et qu'il y avait aussi une grande prudence dans la libération des prisonniers, avec des incertitudes grandes, notamment sur les correctionnaires qui n'étaient pas sains d'esprit, ou ceux qui étaient emprisonnés pour leur éviter un jugement alors qu'ils avaient commis un véritable crime. Donc il y a là toute une série de facteurs qui ne sont pas nécessairement de même nature et qui s'analysent en tout cas pas uniquement d'un point de vue politique. Et pour les amnisties, c'est un peu le même phénomène. Là, on nous a bien montré que les amnisties en 1789, elles restent encore rendues par le roi, et il y a notamment au mois de juillet et d'août encore 2 ou 3 amnisties qui sont rendues en faveur des soldats, en faveur de la Provence, par un roi qui confond en ses mains finalement le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et finalement, c'est l'Assemblée qui s'en saisit, sans le dire, en paradoxalement rétablissant l'esprit même de ces amnisties d'Ancien Régime, qui était au départ un acte législatif avant tout, et qui le redeviennent finalement en 1790. Quoi qu'il en soit, en ces domaines, dans le domaine de la justice, peu de concessions envers le roi, même aucune concession envers le roi. Le roi n'est plus législateur, le roi n'est plus non plus justicier. Une troisième remarque, peut-être un peu plus brève, sur les acteurs de la reconquête, ou plutôt de la conquête de la souveraineté, et notamment de ceux qui œuvrent hors de l'Assemblée nationale. Tout ne se joue pas à l'Assemblée, même si l'Assemblée est un acteur majeur parce que c'est d'abord par la loi que s'impose le nouveau souverain, par le contrôle des contributions publiques annoncé dès le 17 juin 89, par l'œuvre constitutionnelle, par la volonté de faire l'Assemblée la seule source du droit régénéré. À terme, le pluralisme juridique ne doit plus exister et la loi doit être une. Bon, ce ne sera pas pour tout de suite. Pour autant, ce que j'appellerais la part du peuple n'est sans doute pas à négliger. Alors il ne s'agit pas ici d'évoquer seulement les événements qui ont accéléré le processus révolutionnaire, avec parfois de vraies revendications politiques, et qui ont poussé l'Assemblée à agir. Je pense au 14 juillet, à la Grande Peur, aux journées d'octobre, etc. Mais la part du peuple, c'est aussi la volonté des acteurs locaux de s'engager. On a parlé du protagonisme de Émile Burstein. C'est aussi une appropriation de la souveraineté par le bas. Bon, j'ai pensé aux pétitions de Yann Arzel. C'est peut-être aussi à une conscience politique diffuse dans le pays. Et là, je pense à ce mot d'ordre, ou plutôt à cette question qu'on pose parfois dès les émeutes du printemps: es-tu du tiers-État ? Et ça, c'est quelque chose qu'on exprime dans les provinces comme à Paris. C'est aussi une aspiration à la souveraineté nationale qui pourrait se laisser entrevoir dans l'usage de certains termes, comme empire, comme le propose Gaïd Andro. Une suggestion qui faisait écho, finalement, ou me fait écho à l'analyse d'Edmond Diembowski sur la nation, où il montre qu'à partir de la guerre de 7 ans, il y a un nouvel usage de la notion de nation qui s'opère en France, et qui a une signification politique qui va véritablement transparaître en 1789. On peut penser aussi aux réflexions qui avaient été menées, je me souviens d'un numéro de la revue Siècle de 2003 qui s'appelait « L'Empire avant l'Empire », où toute une série d'auteurs s'intéressaient à la manière dont on avait nommé ce nouveau régime en 1804, avec le choix de l'appellation d'empire, qui n'était pas un choix neutre, bien évidemment, et qui permettait de préserver à la fois la souveraineté nationale, qui est simplement un affichage, on est tous d'accord là-dessus, mais qui est quand même affiché à ce moment-là, et un régime de nature quasi monarchique, mais qui ne dit pas son nom. Et on a choisi justement empire pour désigner ce régime. Cette part du peuple, c'est aussi une capacité d'innovation locale, comme à Nantes, où se mettent en place localement des institutions que l'on retrouve parfois ailleurs. Alors, c'est le renouveau de la municipalité, c'est l'élection des officiers et des sous-officiers de la milice nationale, mais aussi des institutions originales. Et là, j'avoue que je ne connaissais pas, c'est juge de paix de l'automne 1789 de Samuel Guichelot, qui sont probablement une originalité nantaise. La part du peuple, c'est aussi le refus de certains impôts. Alors on se souvient qu'au début du mois de juillet,
à Lyon et à Paris. Et c'est Momchilo Markovic qui a rappelé l'importance de ces événements. La colère populaire s'exprime par des attaques contre les barrières d'octroi dont on rejette la légitimité. Alors peut-on rapprocher de ces initiatives le refus des entrepreneurs de spectacles de payer le droit des pauvres? C'est plus tardif, avril 91, c'est plus intéressé de la part des acteurs qui revendiquent cette disparition. En même temps, c'est un phénomène particulièrement intéressant parce qu'on s'aperçoit que ces hommes qui veulent changer les choses s'appuient sur une interprétation de la loi qui leur est tout à fait personnelle, sur ces silences aussi, et ça montre en tout cas combien le changement de souveraineté change les relations entre l'État et les théâtres, comme l'a souligné Guillaume Cotte. De manière plus nette encore, pour cette recherche de la part du peuple, on peut souligner l'émergence de ces actes d'union, de ces confédérations, de ces assemblées fédératives, comme on a aux Oufs désignées comme fêtes fédératives, et sur lesquelles est revenu Franck Lédier, notamment au travers d'un exemple dont il a rappelé l'enjeu pédagogique, tout à fait essentiel, mais aussi le message d'unité de la nation, désormais souveraine. Et avant l'événement de Paris, qui est beaucoup plus complexe, effectivement, à analyser et qui n'a pas la même portée, il y a cette part de spontanéité locale dans l'affirmation de la souveraineté de la nation, qui est effectivement essentielle. On peut le voir aussi, cette part du peuple, dans les modes de scrutin qu'a évoqué Serge Aberdam, avec finalement ces initiatives, ces réflexions qui s'inspirent bien évidemment du passé et de ce qu'ont connu les hommes avant, mais qui marquent là aussi des initiatives locales, une réflexion qui part du bas pour essayer de construire un mode d'intervention de la nation dans la vie publique. Sans doute est-il possible d'évoquer une sorte de coaffirmation finalement de la souveraineté nationale, à la fois par des initiatives citoyennes et par l'œuvre de l'Assemblée en ces débuts de la Révolution. La Révolution, c'est également un combat d'images. J'arrive à la fin, c'est la dernière idée que je développerai. Un combat d'images et de symboles qui ne font pas disparaître toute ambivalence et qui paraissent même les entretenir. Alors certains gestes symbolisent la force de la volonté à l'origine de la Révolution et de la souveraineté. Alors c'est particulièrement vrai du serment, véritable geste rituel, pour reprendre l'expression de Francesco Buscemi, avec le plus emblématique d'entre eux, celui du 20 juin. Et je ne reviens pas sur le dessin de David qu'il a évoqué, et on le sait qu'en septembre 91, au Salon, il est exposé à côté du serment des Horaces. C'est une signification qui est évidemment essentielle. Pour autant, d'autres images sont peut-être plus ambiguës. Pour rester dans les temps, j'irai plus vite et je ne développerai pas et je reprendrai simplement quelques thèmes qui ont été abordés. Qui est le père de la nation, demandait Michel Biard. Est-ce que ce sont les députés? Est-ce que c'est le roi? Et en fonction des auteurs que l'on observe, on connaît très bien leur réponse. J'avais retrouvé une phrase de Barruel de 1791 qui disait que la nature n'a fait des souverains que pour faire des pères du peuple. Et pour lui, on voit de quelle nature est la nature. Elle est d'une nature assez divine. Autre question et autre ambiguïté, que faire de la Bastille? Rolf nous a bien montré la diversité des possibilités. Que faut-il honorer? Faut-il honorer le roi, la liberté, l'Assemblée nationale? Bon, on retient surtout, c'est vrai, ce grand projet d'une construction d'Assemblée nationale où on aurait pu mettre des milliers de spectateurs sous les yeux desquels les hommes auraient délibéré. Toujours est-il que ces monuments, et notamment l'importance de cette réflexion sur un nouveau monument, contrastent avec le peu de projets sur les Tuileries dont a parlé Charles-Éloi Vial. On a bien sûr remis en état les appartements, on a permis au roi de s'y installer, mais il n'y a là aucun grand projet, à ma connaissance, de restaurer totalement les palais. Ce n'est visiblement pas la priorité. La complexité de la coexistence du roi et de la nation apparaît plus nettement encore dans la diffusion conjointe de la loi par les collections législatives de Baudouin, étudiées par Juliette Miron, et du Louvre par Yann Arzel du Renmark, qui est ici particulièrement éclairante. Alors je ne développe pas, mais c'est vrai que je retiens que la collection du Louvre dépasse, dont l'existence dépasse de loin le temps qui nous était, qui était celui du colloque, fait le choix de ne publier que la loi selon l'exécutif, pour reprendre l'expression de Yann Arzel, c'est-à-dire les textes utiles à l'administration, une différence qui n'est pas anodine, bien évidemment, en cette période de passage d'une souveraineté à l'autre. J'en resterai là avec simplement une phrase de conclusion, c'est que l'idée de la rencontre n'était bien évidemment pas de remettre en cause l'importance du 17 juin de 1789,
qui est effectivement une journée essentielle, tout comme essentielle la journée du 20 juin, incontestablement, et le choix de la date prouve que notre idée n'était pas là. Mais la souveraineté qui est affirmée restait à ce moment-là à conquérir sur les fidèles de la souveraineté monarchique. Elle était proclamée, mais le nouveau régime restait à inventer à Versailles. Et le lieu ici aussi était symbolique, puis à Paris, à l'Assemblée, mais aussi avec le concours du pays entier, que les députés l'aient voulu ou non. Et je crois que si les communications de ces 2 journées parviennent à préciser certains aspects de ce passage d'une souveraineté à l'autre, de cette conquête et de cette construction, la rencontre, au moins pour les organisateurs, aura atteint son objectif. Merci.